tous avec la deuxième partie de cette deuxième partie donc sur le transfert de matière entre phases. J'enregistre dans les mêmes conditions que précédemment en espérant que tout fonctionne. Je sais que je n'ai pas de pointeur, donc je vais essayer de décrire au mieux là, ce qu'il y a sur les différentes diapositives. Donc je vous rappelle qu'on avait vu la dernière fois le cas des échangeurs fermés où les phases étaient parfaitement agitées, et on s'intéressait au transfert de soluté entre une phase à raffiner et une phase à extraire, ce transfert se faisant au cours du temps. On passe maintenant donc à la situation où l'échangeur, ou la série d'échangeurs comme c'est ici, est un système ouvert, rentre en haut à gauche une phase à raffiner avec une fraction molaire Y0 dans le système, et puis cette phase va sortir en haut à droite avec une fraction molaire YP après le PIM échangeur. Donc vous avez des échangeurs 1, 2, Q et puis P pour le dernier. Inversement, la phase à extraire, la phase dans laquelle on va récupérer le soluté, entre avec une fraction molaire grand X P plus 1 en bas à droite. En général, ce grand X P plus 1 est petit, voire nul si le solvant rentre pur, et au passage dans chacun des échangeurs, il va se charger en soluté à partir de la phase à raffiner, et le titre en sortie sera, la fraction molaire sera grand X1. Donc si on s'intéresse à l'échangeur numéro Q, son entrée c'est grand YQ-1, sa sortie grand YQ, son entrée pour l'autre phase c'est grand XQ plus 1 et sa sortie grand XQ. Donc on note grand YQ et grand XQ, les sorties au niveau de l'échangeur numéro Q. Ensuite, on va pouvoir faire un bilan, et on va commencer par un bilan global en soluté, soit au niveau d'un étage, soit entre les étages 1 et Q, donc c'est ce qui est présenté ici. Donc on dit que la totalité du soluté qui va avoir quitté la phase à raffiner, grand Y0 moins YQ fois ND points. ND c'est le flux de diluant, précédemment on avait affaire au nombre de moles de diluant, là ça va être le nombre de moles de diluant qui circule par unité de temps, donc le flux de diluant, et donc cette quantité est égale à celle qui a été récupérée dans la phase à extraire par le solvant, donc X1 moins XQ plus 1 fois N.S. Donc si on réarrange, on obtient Y0 moins YQ sur X1 moins grand XQ plus 1 égale NS sur ND, ce qui est l'équation d'une droite quand on va se placer dans un plan grand X, grand Y. Ce qui est représenté ici juste après. Donc on a grand X, grand Y, et donc la droite opératoire qui correspond au bilan de masse que je viens de donner juste avant. Donc le premier point c'est le point A avec grand Y0, grand X1. Le premier, oui c'est le premier mais pas pour les entrées, c'est le premier en entrée pour grand Y, mais grand X1 c'est une sortie. Donc pente NS sur ND, et l'ensemble des échangeurs se situe du point de vue de relation entre leurs rapports molaires sur cette droite. Évidemment, deuxième élément à porter sur ce diagramme, la courbe de partage qu'on avait vu aussi précédemment, qui traduit donc les conditions à l'équilibre thermodynamique, le maximum on va dire de ce qu'on pourrait atteindre si le transfert c'est bien fait, et donc à ce moment-là on a une répartition du soluté entre la phase à raffiner et la phase à extraire qui se traduit en rapport molaire par une relation entre grand X, grand Y qui est la courbe de partage. Une remarque préliminaire qui concerne le débit de solvant. Alors vous avez une équation avec la droite opératoire. Cette équation renferme un certain nombre de variables qui le plus souvent sont connues pour la plupart d'entre elles. Donc première chose qu'on peut considérer comme connue, c'est grand Y0, donc ce qu'on fait rentrer dans la phase à raffiner, grand XP plus 1, ce qu'on fait rentrer dans la phase à extraire, et puis on va souvent fixer le débit de diluant, on le connaît,
et on se donne un objectif, donc le grand YP là qui est entouré, là je suis en train de lister, hein, donc ce qui est entouré par les petites bulles bleues. On va chercher un objectif grand YP donc à la sortie pour la phase à raffiner après le raffinage. Par contre, donc on ne connaît pas bien ni X1 ni NS. Et donc on va faire un petit raisonnement sur le débit de solvant, sachant que la pente de cette droite opératoire c'est NS sur ND. Donc vous avez la situation là avec le point A qui est semblable à ce que j'ai représenté juste avant. Et si on imagine que pour atteindre la performance, donc YP XP plus 1, donc le point du bas, on fait varier la quantité de solvant, ça revient à faire varier la pente de cette droite. Et donc si la pente ou le coefficient directeur augmente et que la pente devienne par exemple infinie, c'est-à-dire qu'on utilise énormément de solvant, on aurait le point A seconde là tel qu'il est indiqué. Bon, ça c'est une situation qui n'arrive pas vraiment. Par contre, on peut se dire quel débit de solvant je peux utiliser au minimum. Et bien le minimum, donc c'est un raisonnement qu'on avait déjà aussi fait, le minimum c'est quand la droite opératoire va toucher là au point A', la courbe de partage. Hein. Donc ça veut dire que pour le début là vous seriez en A', donc sur la courbe de partage, et ça c'est le minimum de ce que vous pouvez utiliser en solvant, sinon vous ne pouvez pas réaliser l'opération que vous cherchez à réaliser. Alors, deuxième notion nouvelle, la notion de ce qu'on appelle un étage théorique. Donc est encadré ici donc l'étage numéro Q, et on va dire qu'il s'agit d'un étage numérique, d'un étage théorique, pardon, si ces sorties, donc grand XQ et grand YQ, sont à l'équilibre thermodynamique. Ce que ça veut dire en termes de titre molaire, c'est que petit yq égale mxq, et en termes de rapport molaire, que grand xq, grand yq est sur la courbe de partage. Pourquoi ce distinguo ? Je vous rappelle que en fait, l'équilibre thermodynamique correspond à l'égalité du potentiel chimique du soluté entre les deux phases. Cette égalité se traduit assez bien par l'égalité des titres molaires avec le coefficient m qui est le coefficient de partage, hein, ou la répartition, si vous voulez, hein, entre la phase à raffiner et la phase à extraire. Et si on passe au système grand X, grand Y, en général on n'a pas une droite mais plutôt une courbe. Quel est l'intérêt de cette notion ? C'est une notion théorique qui peut aider au dimensionnement, et puis c'est également une notion qui va correspondre assez bien à certaines situations réelles. En particulier, donc on voit que pour que ce soit vérifié, il faut quoi ? Il faut que dans chaque étage, on ait pu avancer suffisamment le transfert pour être proche ou pour être à l'équilibre thermodynamique. Donc, si la durée de l'unité de transfert, telle qu'on l'avait définie précédemment, est petite devant le temps de séjour dans un étage, et il existe des systèmes réels qui s'approchent assez bien de cette condition. Eh bien, quel est l'intérêt de la notion ? On la voit ici, c'est que si on est dans cette situation, donc une cascade d'échangeurs simples parfaitement agités qui sont des étages théoriques, on va se déplacer avec une série de marches d'escalier sur le diagramme. Donc on part du point A, la sortie, donc ce sera le point X1, Y1, puisque c'est comme ça qu'on a noté les sorties d'un étage, donc ici du premier étage. Et bien ce premier étage, sa sortie sera sur la courbe de partage. Donc il suffit en descendant du point A là, de faire la verticale, et voilà, on a les conditions à la sortie du premier étage. Ensuite, on fait l'opération dans le deuxième étage, donc on reste à Y1 constant là, et on se retrouve sur la droite opératoire, et de la même façon, vous faites la verticale qui vous donne l'équilibre qu'on atteint à la sortie du deuxième étage, donc le point X2, Y2. Voilà. Et donc c'est comme ça qu'on peut passer, on va dire, et calculer les valeurs d'un étage à l'autre pour une cascade d'étages théoriques.
Cas particulier, donc on reste avec des étages théoriques, mais on peut assimiler la courbe de partage pardon, à une droite, dont le coefficient directeur est petit m. Je l'ai tracé ici en rouge. L'autre, la droite opératoire, donc le bilan de matière a une pente n.s sur n.d. Les deux pentes ne sont pas égales, mais en général, le rapport entre les deux est entre 1 et 2. Donc elles sont plus ou moins parallèles. Et donc là, j'ai retracé la série de marches. Donc premier point, x1, y1, deuxième point, x2, y2, etc. Et voilà, on peut déterminer comme ça les conditions qui prévalent à la sortie de chacun des étages, ou encore le nombre d'étages qu'on va appeler le nombre d'étages théorique. Et puis un des intérêts donc de cette courbe de partage, c'est que, de cette situation où on a deux droites, c'est qu'on va avoir une solution analytique des équations qu'on appelle les équations de Kremser. Donc la principale formule, je l'ai réécrite ici, y0 égale grand YP, rp plus 1 moins 1 sur r moins 1 moins myp plus 1 rp moins 1 sur r moins 1 fois r. Petit m, c'est le coefficient donc de la droite de partage, et puis r, c'est n.s sur n.d. C'est un rapport qu'on appelle le rapport de partition, dont les valeurs usuelles sont entre 1 et 2, et plutôt plus proche de 1. Ce qui correspond au commentaire que j'avais fait sur les deux pentes de chacune de ces deux droites. Voilà, les équations de Kremser, donc c'est lorsque on a cette série d'échangeurs théoriques en cascade avec une courbe de partage qui est une droite. Deuxième cas qu'on va traiter pour ces échangeurs, c'est celui où on a chacune des deux phases qui est en écoulement piston. Donc on oublie là la cascade d'échangeurs parfaitement agités, mais on a un échangeur toujours à contre-courant avec deux phases, mais l'écoulement de chacune des deux est un écoulement piston. C'est pas le même écoulement, puisque l'une coule ou s'écoule à travers l'autre. Alors je dis s'écoule parce qu'on peut par exemple prendre le cas courant où on va imaginer, pour fixer les idées, qu'on prenne un échangeur gaz-liquide. Dans ce cas-là, on va faire rentrer le liquide plutôt en haut, donc disons que ce soit le solvant, donc n.s là en haut, avec un rapport molaire du soluté dans ce solvant grand XZ. Et puis pourquoi on met le liquide en haut? Parce que on va bénéficier de la gravité pour le faire s'écouler. Et si on a un gaz comme autre phase, c'est assez facile de faire monter un gaz à travers ce liquide. Donc on a en bas n.d, donc pour le diluant, avec une fraction molaire grand Y0, donc ça c'est la phase à raffiner. Donc ici on ferait faire passer donc du soluté du gaz qui est en bas vers le liquide qu'on introduit en haut et qui ressort en bas. On peut chercher donc à calculer un certain nombre de choses sur ce système-là. Alors, ce que je n'ai pas dit, mais je l'avais dit précédemment, donc un système comme ça, il faut une aire d'interface, si vous voulez, pour faire le transfert entre chacune des deux phases. Donc les dispositifs pratiques utilisés, en général, c'est des grandes colonnes de plusieurs mètres de haut et de quelques 1 mètre ou moins ou un peu plus de large, dans lesquels on va par exemple faire ruisseler le liquide le long de films, donc en mettant des obstacles. Ça peut être des parois de plateau, ça peut être des parois d'un solide qu'on a mis, dans ce cas-là ça s'appelle un garnissage. Donc l'idée c'est d'augmenter l'aire interfaciale entre les deux, puisque c'est à travers cette aire interfaciale entre les deux phases que se fait le transfert. On peut aussi avoir des systèmes d'aspersion du type une sorte de douche où le liquide, on va le diviser en petites gouttelettes, et à ce moment-là, l'aire d'interface, ce sera l'aire de toutes les petites gouttes. Voilà. Première chose, donc si on fait un bilan global en soluté entre l'entrée et la sortie de la colonne, on va avoir grand Y0 moins YZ fois ND, donc la quantité de soluté qui a quitté la phase à raffiner, qu'on récupère dans la phase à extraire, grand X0 moins XZ sur NS. Donc ici, les notations sont différentes, attention, le 0 n'est pas le même. Le 0, ici, c'est le bas de la colonne, c'est l'entrée pour
l'entrée pour la phase à raffiner, et c'est la sortie pour la phase à extraire. Et le grand Z, c'est le O, donc qui est la sortie pour la phase à raffiner, et l'entrée pour la phase à extraire. La droite opératoire, eh bien, on peut mettre, donc c'est l'équation précédente réarrangée, qu'on écrit grand y0 moins yz sur x0 moins xz égale n.s sur n.d. Et sachez que donc, enfin en général, donc grand y0 est plus grand que grand yz, hein, puisqu'on fait baisser la quantité, et grand x0 est plus grand que grand xz, puisqu'on récupère aussi en bas du soluté dans la phase à extraire. Donc les deux quantités diminuent en fait quand z croît. Ce qui nous amène, si on fait un bilan local, à écrire que moins n.s dx, qui va être positif, donc égale moins n.d dy. Donc c'est un bilan local donc pour un volume là qui est le volume grisé, donc entre z et z plus dz. La section de la colonne, on va l'appeler grand oméga, la section géométrique, hein, si vous voulez. Et donc ce qui est parti du soluté ce qui est parti en soluté de la phase à extraire a été récupéré dans la phase ce qui est parti en soluté de la phase à raffiner a été récupéré dans la phase à extraire. Et connaissant les densités de flux à partir des conductances comme on avait exprimé précédemment, on a moins ns dx égale moins nd dy égale a oméga dz kd grand y moins y étoile et a oméga dz grand ks x étoile moins x. Donc toutes ces quantités sont positives. Petit a, c'est l'aire de l'interface par unité de volume du réacteur. Oméga dz, donc c'est le volume de la petite tranche. Et puis donc kd fois le delta y ou ks fois le delta x, c'est la densité de flux qu'on est en train de transférer. Si on suppose que les grandeurs petit a et kd et ks sont des constantes, eh bien on peut intégrer et trouver que la hauteur grand Z totale de la colonne, ou du moins de sa partie active en tout cas, est égale donc à n.d sur a oméga kd, somme de yz à x0 dy sur y étoile moins y, égale n.s sur a oméga ks, somme de grand xz à x0 de dx sur x moins x étoile. Et on va définir donc ces intégrales comme étant les nombres d'unités de transfert respectivement dans la phase à raffiner et dans la phase à extraire, et les quantités devant l'intégrale ont la dimension d'une longueur et on va les appeler hauteur d'unités de transfert dans la phase à raffiner et dans la phase à extraire respectivement. Notez bien que ces hauteurs donc correspondent à des grandeurs opératoires, hein, puisque vous avez les flux de solvants, les flux de diluants, l'aire interfaciale, KD. Alors l'aire interfaciale et KD peuvent être fonction aussi de l'écoulement. Hein, de l'écoulement, puisque je vous rappelle, quand on calculait les conductances, là, il y a des notions de couche limite, d'écoulement, de coefficient de diffusion, mais donc il y a l'hydrodynamique et la diffusion qui interviennent dedans. Alors que dans la partie des nombres d'unités de transfert, là c'est plutôt la thermo, puisque vous avez l'écart à l'équilibre à chaque fois. Maintenant, on s'intéresse au cas particulier où la courbe de partage est une droite, puisque dans ce cas-là, comme précédemment, on va pouvoir avoir des solutions analytiques. Ce ne sera pas ce qu'on appelle les équations de Kremser, mais simplement que le nut R égale donc à l'intégrale vaudra R sur R-1 fois log de y0 étoile moins y0 sur yz étoile moins yz, et puis une expression analogue avec un numérateur 1 au lieu du petit r là sur le nut E côté phase à extraire. Donc ces deux nombres ne sont pas égaux, mais vous voyez que vous avez un rapport R simplement entre les deux. Autre notion, qu'appelle-t-on le nombre d'étages théoriques? Le nombre d'étages théoriques, en fait, le plus simple pour le comprendre, c'est de considérer que c'est le nombre des marches d'escalier là, qui sont nécessaires pour passer du point de départ, là, le point donc grand A là, avec y0, et puis pour atteindre la performance que vous aurez à l'autre extrémité, donc en YZ. Voilà, donc ça va être le nombre d'étages théoriques. Alors, ça pouvait correspondre au nombre de réacteurs, enfin d'échangeurs dans le cas précédent où on considérait une cascade
d'échangeurs qui étaient des étages théoriques évidemment, mais on peut aussi définir un nombre d'étages théoriques pour d'autres colonnes, y compris pour des colonnes où on aurait un écoulement piston à contre-courant tel que ce que je viens de présenter. Mais dans ce cas-là, ces étages ne sont que théoriques, ils n'ont pas de réalité matérielle. Il y a quelques relations entre le nombre d'unités de transfert et le nombre d'étages théoriques, donc le net et les nut, qui sont développés un petit peu dans le polycopier. C'est pas les plus importantes, sont pas forcément les premières. Là, en fait, en gros, c'est le delta y entre le haut et le bas sur la moyenne arithmétique là, des y moins y étoiles, ou sur la moyenne logarithmique pour les nut. Ces relations-là sont pas les plus importantes. On renote la relation qui est en bas à droite, la nut R égale R nut E, donc celle-ci qui vous dit que si vous avez l'un, vous avez l'autre. Et puis la relation du bas, qui est peut-être plus utile, donc la hauteur de la colonne, c'est le produit de la hauteur d'unité de transfert fois le nombre d'unités de transfert. En réalité, je n'ai défini que le nombre d'unités de transfert, donc c'est la manière de définir la hauteur de l'unité de transfert que d'écrire ça. Et puis c'est égal au ut nut de chacune des deux phases. Donc le sens physique d'une hauteur d'unité de transfert, eh bien, ça serait la hauteur de la colonne si le nombre d'étages théoriques était de 1. Pardon, je me suis embrouillé avec étage théorique. Une hauteur d'unité de transfert, donc c'est la hauteur de la colonne si le nombre d'unités de transfert vaut 1. Cas particulier, celui où R égale 1, il n'y a que dans ce cas-là que vous avez une relation simple entre le net, le nut. Enfin, dans ce cas-là, elle est très simple puisque vous avez égalité des trois nombres qui sont donc tous égaux. Et puis, dans le cas où la courbe de partage est une droite, et bien là, on peut trouver des relations aussi à partir de la résolution des équations. Donc, le nombre d'étages théoriques, c'est 1 sur log de R log de y0 étoile moins y0 sur yz étoile moins yz. Et puis, compte tenu des relations qu'on a établies précédemment, on a aussi net égale R-1 sur R log de R nut R égale R-1 sur log de R nut E. Ce que ça dit, c'est que comme R, et je disais entre 1 et 2, ces trois nombres d'unités de transfert, ils sont toujours à peu près, on va dire, du même ordre de grandeur. Ils ne sont pas égaux, mais ils sont du même ordre de grandeur. Par contre, entre phase à raffiner et phase à extraire, c'est pas forcément les mêmes, bien sûr. Dernière notion et vocabulaire associé, donc ce qu'en génie des procédés ou génie chimique on appelle le micromélange et le macromélange. Le micromélange, c'est le degré de mélange entre chacune des deux phases, enfin non, dans chacune des deux phases au niveau de l'interface. Autrement dit, est-ce que au voisinage de l'interface, il y a des gradients de composition importants dans la phase à raffiner d'une part et dans la phase à extraire d'autre part. Voilà. Donc si vous avez un bon mélange à ce niveau-là, vous diminuez les gradients et en fait vous allez favoriser le transfert. Donc il faut là se rappeler le calcul des conductances de transfert qu'on avait fait par les modèles de Lewis et Whitman et surtout de Higby. Si vous avez celui de Higby, donc il y a un temps de contact et donc plus le temps de contact est court, mieux ça transfère. Donc en fait il faut renouveler l'interface le plus possible. Donc il faut favoriser le mélange dans chacune des phases au niveau microscopique, on va dire, donc le micromélange. Inversement, si on s'intéresse aux variations de composition à l'échelle de la colonne, de l'ensemble de l'échangeur, la situation est différente. Donc là j'ai repris le diagramme qui est présenté dans le polycopier. On va commencer par en haut le cas de l'écoulement piston. Donc la concentration, alors ici c'est écrit en concentration, on aurait pu le mettre en rapport molaire, peu importe. La concentration donc du solvant
du soluté pardon, dans la phase à extraire donc, va augmenter au fur et à mesure, à partir du haut jusqu'au bas, au fur et à mesure que donc, le solvant récupère le soluté. Et puis dans l'autre sens, eh bien, la concentration dans la phase du soluté dans la phase à raffiner va décroître du bas vers le haut, hein, puisqu'on vient avec quelque chose qui contient du soluté qu'on va avoir fait passer donc, dans l'autre phase, et du coup ça va diminuer. Donc vous avez ces deux courbes là, plus ou moins parallèles et décalées, hein, puisque il y a le facteur M là entre les titres, les rapports ou les concentrations. Dans le cas opposé, le cas où l'écoulement est parfaitement agité, eh bien vous savez que l'agitation fait que la composition va être uniforme dans toute la colonne. Donc c'est ce qui est représenté en bas à gauche. Et si la composition est uniforme, c'est-à-dire qu'entre l'entrée et puis juste après l'entrée, il y a une discontinuité forte de concentration. Et vous vous retrouvez avec les conditions de concentration en sortie dans chacune des deux phases, donc les conditions qui sont les plus défavorables au transfert. Donc ça se voit sur si vous voulez, le delta entre les deux lignes verticales là est plus étroit que le delta entre les deux courbes obliques qui sont au-dessus. Hein. Donc ça veut dire que le cas parfaitement agité, comme on avait vu d'ailleurs pour les réacteurs, le cas parfaitement agité fait baisser la force motrice et donc n'est pas favorable. Et puis les cas réels, vous avez en général une variation le long de la hauteur de la colonne avec des discontinuités pour chacune des deux phases à l'entrée. Donc ça on l'appelle le macro-mélange, hein, c'est-à-dire quel degré d'uniformité ou de non-uniformité donc de concentration à l'échelle de la colonne, et donc il faut l'éviter car il fait baisser la force motrice. Il est minimal, donc c'est ce qui correspond à la figure du haut si l'écoulement est piston, et donc il est maximal si c'est parfaitement agité. Donc toute la difficulté, c'est d'arriver, une difficulté réelle, c'est de favoriser un micro-mélange en évitant le macro-mélange. Hein. Donc il faut essayer que ce soit bien mélangé au niveau microscopique, mais pas au niveau macroscopique. Et donc on peut concevoir par exemple des dispositifs de fractionnement, par exemple donc une série de plateaux, hein, qui vont retenir, si vous voulez, la descente par exemple d'une des phases, et puis ces plateaux on peut les percer de trous par exemple pour faire passer une phase gazeuse à travers, ou on peut les faire vibrer pour favoriser localement le micro-mélange. Voilà, c'est un exemple, mais donc c'est la manière dont on essaye de procéder. Très bien, je vous remercie de votre attention, et donc on se retrouvera un petit peu plus tard là pour vos questions.